Mercredi 12 janvier 2022, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au débat de Nana FM. Il est de coutume qu'à l'orée de chaque nouvelle année, les responsables des partis politiques formulent des vœux à l'endroit des militants de leurs partis politiques. Les responsables de partis politiques togolais n'ont pas dérogé à cette règle. Ils ont d'abord pris soin de faire le bilan de l'année écoulée et de se projeter dans le futur. C'est le cas du parti Nouvel Engagement Togolais, dont le président est avec nous sur ce plateau. Honorable Djiritama, bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour répondre aux questions de nos auditeurs. Je suis ravi de retrouver ce plateau. Ça fait un moment que je ne suis pas arrivé. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve avec vous et à travers vous, tous vos auditeurs. Alors, ces auditeurs auront la possibilité de réagir sur la page Facebook de Nana FM ou dans une vingtaine de minutes sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Richard Bajodom à la mise en onde. Je suis Norbert Djouhadji. Alors, honorable, on commence avec vos voeux de nouvelle année au peuple togolais. Bonjour. À l'ensemble d'abord de vos auditeurs et auditrices et à travers eux à l'ensemble de tous nos compatriotes, j'ai 4 vœux particuliers à présenter. Le premier, c'est la paix. Vous savez, aujourd'hui, notre sous-région est bousculée, vit dans des incertitudes. Autrefois, nous pensions que ça n'arrivait qu'aux autres, mais aujourd'hui, l'insécurité, le terrorisme cognent à nos portes. Donc, la première chose qu'on peut souhaiter à l'ensemble de nos compatriotes, c'est la paix. Paix et sécurité, bien entendu. La deuxième chose, c'est la santé. La santé d'abord parce que nous sommes dans une période de crise sanitaire. Et puis, au-delà aussi, penser à toutes nos maladies qui aujourd'hui nous affectent. Et ensuite, je pense que si on peut avoir un peu de prospérité, ce ne serait pas mauvais. Hein. Et pour finir, c'est la fraternité. Nous vivons des temps difficiles. La vie chère, l'incertitude, la précarité prennent les Togolais. Et je pense qu'à ce moment-là, la fraternité est la chose la plus importante. Qu'on puisse se serrer le coude. Donc voilà, mes voeux, c'est donc paix, santé, prospérité et fraternité. Alors, dans un message diffusé sur vos canaux de communication, vous avez fait le point des grands événements qui ont marqué l'année 2021. Quel est l'essentiel de ce message? Non, je crois que d'abord l'année 2021, c'est les 6 mois de travaux du CNAP, la concertation nationale des acteurs politiques. Nous avons fait ça durant les 6 premiers mois, donc jusqu'au mois de juillet. Et avec 52 propositions, donc je pense que c'est d'abord l'effet majeur de l'an 2021. Et ensuite, nous avons beaucoup plus eu la deuxième partie de l'année à mettre en partie aussi en application les décisions du CNAP, à savoir le vote l'amendement du code électoral, l'amendement de la loi sur les manifestations, l'amendement de la loi sur la décentralisation. Donc ça fait partie des actions politiques majeures. Ensuite, comme vous le savez, je suis donc président du groupe parlementaire NET-PDP à l'Assemblée nationale. Et la deuxième partie de l'année a beaucoup été consacrée à la mise en place de textes majeurs, surtout en fin d'année. La loi portant sur les marchés publics, relative aux marchés publics, la loi relative au contrat de partenariat public-privé, et puis bien entendu le vote de la loi de finances qui a mis en place donc un budget de 1792 milliards, 1779 milliards pour les 2022. Donc voilà à peu près les grandes actions. Vous savez, du fait de la crise sanitaire, les activités terrain des partis politiques sont très limitées, hein, puisque les rassemblements étant presque interdits. Donc voilà en grande partie les actions majeures qui ont été faites par le parti en 2021. Alors, vous vous êtes également projeté dans le futur. Qu'en est-il de vos chantiers pour cette nouvelle année 2022? Le premier chantier, comme quand même on remarque que les activités surtout culturelles ont commencé alors que les activités culturelles sont souvent liées à la foule. Donc, dès ce mois de février, nous allons faire une grande tournée à travers l'ensemble du pays pour d'abord aussi
Vous savez, les intersessions sont faites pour aller à l'encontre des populations, de faire le compte-rendu des activités, comme je viens de le faire à l'Assemblée nationale, et recueillir aussi les désidérateurs des populations. Donc ça, c'est une activité qui va être faite pour l'ensemble des 45 fédérations du parti à travers le pays. Ensuite, je crois que, qu'on le veut ou non, il y a une consultation électorale qui se profile à l'horizon, les régionales en 2022. Il y a toute une dynamique à mettre en place, la CENI, ainsi de suite. Donc nous allons participer à ce processus-là, d'abord en tant que parti présent à la CENI, mais en tant aussi qu'acteur aujourd'hui majeur du jeu politique dans le pays. Et puis, bon, bien entendu, vous savez, le net s'appuie sur un triptyque sensibilisation, formation et solidarité. Les actions de solidarité que moi et l'ensemble des militants faisons sur le terrain, nous allons continuer à le faire. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qui parle de fraternité, parle aussi de solidarité. Alors, certaines personnes dressent un tableau sombre de l'année 2021, surtout sur le plan politique et démocratique au Togo. Elles appellent les forces de l'opposition à s'unir. Que pense votre formation politique de cet appel? Non, bah écoutez, nous avons même plus ou moins dit ça lors de nos discours de fin d'année. Aujourd'hui, avec les élections à 2 tours au niveau des présidentielles et les élections proportionnelles au niveau des législatives et sénatoriales, la fatalité de l'union de l'opposition ne se décrit plus. Autrefois, quand on avait les élections à un coup KO, un seul tour, on se disait, ouais, il vaut mieux se rassembler. Mais aujourd'hui, nous avons des élections à 2 tours, comme on a dans beaucoup de pays. Donc, au premier tour, tous les partis vont d'abord pour tester leur audience, leur assise nationale, et ensuite pour, en toute liberté, aller à la rencontre des populations avec leur programme. Maintenant, si un parti de l'opposition se situe au deuxième tour, c'est en ce moment que les négociations se font, et ces négociations vont se faire sur la base du poids politique de tous les autres partis politiques de l'opposition. C'est-à-dire que si j'ai 15% de l'électorat et que quelqu'un en a 30, ben, les négociations que je vais faire avec celui qui a les 30 seront différentes des négociations que, éventuellement, celui qui en a 4 ou 5% vont avoir avec celui de l'opposition. Quand on regarde aujourd'hui, de façon rétrospective, les élections qui sont déroulées au Sénégal et au Bénin tout récemment, ben, c'est au deuxième tour que les alliances se sont faites. Donc aujourd'hui, nous pensons que la nécessité de l'union de l'opposition, elle peut être réelle. Mais quand on regarde tout ce qui s'est passé avec tous les grands regroupements, nous on a fait partie de CAP 2015, nous on a été membre fondateur de Arc-en-Ciel. Quand on se rend compte que la plupart des regroupements sont plutôt des paniers à crabe, où les gens en réalité passent plus leur temps à se mettre des bâtons dans les roues, alors des pots de banane sous les pieds, il n'y a pas d'utilité. Je peux vous dire, et celui-ci avec beaucoup de certitude, que si le net avait été dans un regroupement politique, les 33 conseillers municipaux que nous avons aujourd'hui, nous ne les aurons jamais. Si le net avait été dans un regroupement politique, les 3 députés que nous avons aujourd'hui, nous ne les aurons jamais. Parce que dans des regroupements politiques, il y a toujours des gens qui pensent qu'ils ont plus d'assises, qu'ils ont plus de force, et que, bon, les partis, surtout des partis nouveaux comme les nôtres, n'ont pas de poids. Et donc voilà, aujourd'hui, moi je pense que, bon, maintenant, chaque parti est libre de faire ce qu'il veut. Nous, depuis le 20 décembre 2014, nous avons dit que nous ne voulons plus faire partie d'un regroupement politique. On peut avoir, comme nous avons fait avec le mouvement des centristes, on peut avoir des regroupements idéologiques, mais pas de regroupements politiques. Et aujourd'hui, je pense que, avec l'expérience qui a été faite, je ne pense pas qu'il y ait une nécessité de se réunir. Je savais beaucoup même de satisfaction que j'écoute un grand parti comme l'ANC qui dit, ben, écoutez, on a perdu beaucoup de temps dans les regroupements. J'ai toujours été persuadé que les regroupements politiques aujourd'hui sont même l'une des sources de la faiblesse de l'opposition. Parce que certains veulent aller rester sous le grand arbre et profiter de l'aura des autres. Donc finalement, quand ceux qui sont là ont l'impression que les autres, eux seuls, font le travail, ben, finalement, personne ne travaille. Donc voilà, quand vous avez votre parti, vous voulez gagner une part de l'électorat, vous travaillez pour cela. Alors, où allons-nous avec toute cette situation? Non, pourquoi? Un parti politique est créé pour conquérir le pouvoir. Donc le parti politique, une fois qu'il a été créé, le parti politique n'est pas créé pour rentrer dans un regroupement avec d'autres partis. Autrement, vous vous mettez ensemble, vous créez un autre grand parti. Non, moi je pense aujourd'hui que sur le fond, l'année 2021 a été une année blanche sur le plan politique parce qu'il n'y a pas eu de rendez-vous politique particulier. On avait projeté faire des élections régionales, elles n'ont pas été faites. Comme je l'ai dit, la seule chose qui a eu lieu, politiquement parlant, c'est les 6 mois de travaux du CNAP. C'est tout. Donc,
est-ce que ça a été une année noire? Je ne le dirais pas ainsi. Pour moi, c'est une année blanche parce qu'il n'y a pas eu d'activité politique. Et on va voir ce que l'an 2022 va nous donner. Alors, Président, vous êtes l'initiateur d'un micro-projet Challenge 100 000. Le but est de financer des porteurs de projets jugés réalisables avec 100 000 francs CFA. Parlez-nous un peu de ce micro-projet et les jeunes qui ont déjà été touchés. Vous savez, moi, je suis un entrepreneur et j'ai été frappé par deux choses. La première, c'est le projet FNFI qui prévoit donc 30 000 francs à des personnes. Je me suis rendu compte, au départ, je peux vous dire, je me suis moqué du projet. Mais avec le temps, je me suis rendu compte qu'il y a quand même des personnes, surtout des dames, qui ont réussi à monter des petites activités. Et puis, le deuxième élément, c'est la difficulté d'accès au crédit. Aujourd'hui, même pour emprunter 100 000 francs dans une banque, le nombre de documents qu'on vous demande, et s'il faut parler de microfinance, le nombre de documents qu'on vous demande, font que je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un moyen qui puisse permettre à des jeunes porteurs de projets, qui sont des projets réalisables, innovants et bancables, est-ce qu'on ne peut pas les accompagner? Et puis, vous savez, en 2021, j'ai lancé une idée comme ça, une idée de tontine virtuelle, où j'ai dit aux gens, écoutez, si on lançait une tontine, on a lancé une tontine avec des personnes qu'on ne connaissait pas, donc des personnes qui sont uniquement venues sur Internet. Et j'ai été assez surpris que l'ensemble au moins il y a eu 5 tontines qui ont réussi. Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a quand même confiance qu'on peut avoir les uns les autres. Donc, avec ces 3 réflexions, j'ai lancé donc le micro-projet challenge qui octroie donc un crédit de 100 000 francs à des jeunes porteurs de projets suite à un filtre qui se fait. Il y a d'abord un cabinet qui fait le filtre. Après, nous avons un jury. C'est une émission qui se passe en ligne et le jury décide de, oui, telle personne a un projet bancable, telle personne n'a pas un projet bancable. Et les jeunes ont donc 6 mois de moratoire. C'est à partir du 7e mois qu'ils remboursent. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes à notre 2e édition, on a bouclé notre 2e édition. À chaque édition, on met souvent une cagnotte de 100 000 francs. Donc il y a 10 jeunes qui remportent le projet. La première édition, on avait eu 11 personnes qui avaient remporté le projet parce qu'on avait eu une personne de plus. Et pour ce projet-là, on a 9 personnes. Donc, nous sommes à 20 jeunes. Nous sommes en contact permanent avec ces jeunes-là. On a un cabinet qui les suit. Et nous espérons, après avoir fini une année de ce projet, nous espérons pouvoir monter plus haut, passer à des financements de 500 000. Je rappelle que le financement est uniquement sur la base de la confiance. C'est-à-dire que nous étudions le projet. C'est pour ça que les projets qui ont l'habitude de gagner sont des projets qui ont déjà commencé à être réalisés. Là, parce que nous avons du vécu, nous avons des chiffres et c'est plus facile. Donc voilà, nous pensons que c'est notre façon aussi de contribuer de façon indirecte à l'essor de ce pays. C'est vrai que nous considérons aujourd'hui que les jeunes ne sont pas suffisamment aidés comme nous le souhaitons, mais l'approche politique que nous avons en tant que Jerry Tama, c'est que nous disons c'est bien de cibler les insuffisances gouvernementales et tout le reste, mais c'est mieux quand on fait quelque chose. Là, c'est donner 100 000 francs à un jeune. Des gens disent c'est rien du tout. Mais là, on montre quand même que demain, Inch'Allah, quand on sera aux affaires, nous ferons sans aucun doute mieux. Alors, quels sont les domaines les plus touchés par ces projets? Non, la plupart du temps, c'est des petits projets de service. Parce que, vous savez, tout ce qui concerne le commerce demande beaucoup de budget. La plupart du temps, c'est des petits projets de service. Nous avons financé, je le dis vraiment de mémoire, des gens qui font des adopos, les fourneaux. Nous avons financé des gens qui ont lancé des services, par exemple, de timoné. Nous avons financé une jeune dame qui fait, par exemple, du toffee. Nous avons financé des gens qui font des chaussures, des tailleurs, ainsi de stylistes, ainsi de suite. Donc, la plupart du temps, comme je le dis, c'est des jeunes qui viennent avec des projets qu'ils ont déjà commencé à expliquer, qui ont des difficultés parfois d'équipement, parfois de fonds de roulement, et puis qui viennent et on dit, écoutez, même nous avons financé des jeunes dames qui font dans la restauration, ainsi de suite. Nous regardons le projet, nous disons oui, avec le vécu, avec ce que la personne a déjà fait, on peut accompagner. Et puis bon, les financements, les remboursements commencent à partir de ce mois de février. Mais actuellement, nous avons au moins sur la première vague, nous avons même 3 ou 4 qui veulent payer tout. Et en même temps, c'est-à-dire que d'une seule traite. Et ça nous permettra bien entendu de récupérer cet argent et de financer d'autres demandeurs aussi. Donc pour nous, c'est quelque chose qui contribue à l'enseignement de l'esprit entrepreneurial chez les jeunes. Mais c'est quelque chose aussi qui permet de dire à nos jeunes qui sont là, oui, nous sommes vos aînés, oui, peut-être nous avons eu un peu plus de chance, mais nous sommes à l'écoute de vos difficultés et dans la mesure de nos moyens, de nos faibles moyens, nous pouvons vous aider. Alors, les auditeurs ont maintenant la possibilité de nous appeler sur le 91
09 71 71 ou le 96 61 58 pour poser leurs questions. Alors, vous l'avez si bien dit qu'il y a un cabinet qui suit ces jeunes. Est-ce qu'avec le temps, on a de la confiance que ça peut marcher? Bon, je vous dirai ça dans 6 mois. C'est-à-dire que quand on verra exactement le taux de remboursement. Mais c'est pour ça que je me suis basé sur les résultats de ces multiples tontines-là, où je me suis rendu compte que contrairement à l'impression qu'on a, on a l'impression que le Togolais est fourbe, faux, menteur, machin truc, que oui, des gens peuvent se rencontrer sans se connaître du tout, faire une tontine par exemple, et tout le monde respecte. Moi, j'ai par exemple participé à une tontine de 50 000 francs qui est passée à 100 000 francs cette année. Les 11 autres personnes, je ne les connaissais pas. Le premier qui prend la tontine peut disparaître parce que, à la limite, en dehors de sa carte nationale, on n'a pas grand-chose. Mais chacun restait sur la tontine jusqu'à la fin et a remboursé intégralement. Donc, je pense que je veux être positif. Donc, on verra. C'est une expérience, on va dire, sociologique. On verra dans 6 mois le taux de remboursement. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui. Pélé, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y. Honorable, bonjour. Monsieur Pelé, vous m'avez manqué. Bonne heureuse année. Bonne heureuse année à vous. Ok. Bon, d'abord, je vais vous apprécier pour vos actes que vous posez sur le plan social. C'est micro-là. C'est une bonne chose. Pour un Togolais, je vais dire, un policier encore, qui pose ces actes-là, il faut l'encourager. Du courage. Merci beaucoup. Oui, le deuxième point, quand vous demandez, vous parlez de, comment dirais-je, il y a un temps blanc sur le terrain, c'est-à-dire 2021 est une année blanche. Je pense que ça a été installé par M. Kérékama. Ça a été installé à l'Assemblée par M. Kérékama qui est parti lorsque le gouvernement qui dirige le pays fait qu'avec 6 mois, il peut faire l'état d'urgence sanitaire. Vous avez demandé le doubler alors que vous n'êtes pas au pouvoir. Ça, c'est une problème monumentale politique. Ça, je ne sais pas, vous avez expliqué, mais moi, je ne suis pas convaincu, parce que le pouvoir, il est là à faire son travail. Quand vous lui donnez ça, il ne le fait pas. Attendez voir, demandez-lui le bilan, il va vous donner le bilan et vous allez lui ajouter. Mais vous l'avez bloqué totalement le pays. C'est pourquoi nous sommes en guerre. Politiquement, quand vous savez que si vous êtes dans le regroupement, vous ne serez pas à l'Assemblée, oui, d'accord. Mais avec quelle élection? C'est totalement dans ce pays que le monde est parti à ces élections dont l'ANC dont vous parlez est parti à ces élections depuis récemment. Vous ne serez pas à cette part. Moi, il faut dire carrément la vérité. Là, vous êtes en train de faire des efforts sur le terrain. Merci à vous aussi, Pélé. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Bonjour Norbert. Monsieur Garo, comment allez-vous? Ça va très bien. Président, bonjour. Monsieur Garo, bonne année. Merci à vous aussi, pareillement. Bon, monsieur, honorable, vous voyez, le président Paul Nassoué, notre président, ne s'est pas présenté à Accra pour prendre des sanctions avec certains contre le Mali. Je l'ai apprécié énormément et dit qu'on pouvait capaciter vous. Est-ce que les sanctions, c'est normal pour le Mali? Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Allô? Oui. Bonjour, mon directeur. Papa Sibiti, bonjour. Bonjour, mon président. Bonjour, Papa Sibiti. Oh, bonjour, Papa Sibiti. Vous ne demandez même pas après Papa Sibiti. Yako, je vous tiens le genou. Oh, enfin. Hein? Aux enfants là, comment? Nous prions pour vous et puis on ne vous demande pas de nous donner quelque chose. Non. Je vous tiens le genou. Merci beaucoup. Ce que vous faites des fois là. On venait de le dire. Mais, les députés, nous voulons que vous votiez les lois pour l'amélioration des conditions sociales des Togolais. Vous voyez, on dit tous les jours que la vie, ça devient cher, la nourriture. Et le président, je ne sais pas, c'était que vous, ce là, je ne sais pas, les ministres de la santé, c'est-à-dire, vous
financiers. Vraiment, les pensions, les salaires sont payés, ce qu'on n'a jamais vu, sans même le Covid. Maintenant, les députés, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Vous voyez les retraités là. On ne nous a pas, on ne nous compte pas. Hein? Est-ce qu'il faut que nous aussi nous fassions des marches pour soulever le gouvernement, soulever le pays? Non, on ne peut pas. Nous voulons la paix, la tranquillité. Donc, moi, je dis, voter quelque chose. Le ministre président, nous le remercions. Il a demandé qu'on nous donne un mois de jeu. Mais qu'est-ce qu'il va faire pour que nous puissions remédier à cette chose? Parce que si vous gagnez 200 000, on va vous tirer au moins 20 000. Vous n'avez plus les 200 000 francs par mois, ça fait 180 ou bien 160. Alors, comment faire pour joindre les deux bouts? Non, écoutez, aidez-nous. Et voyez le président qu'il fasse quelque chose au cours de l'année. Nous savons que c'est difficile en fait. Ceux qui disent qu'il ne fait pas, nous ne le gouvernement, je reconnais qu'il fait bien. Il n'a qu'à nous faire un peu de plus. Merci à vous aussi. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, M. Nobel. C'est M. Kokou. Ouais. Salut, M. Delita. Monsieur Kokou, bonne année, vous m'avez manqué aussi. Bonne année, les vœux réciproques. Je voudrais vous demander, M. Delita, vous êtes député, c'est vous qui avez l'obligation de contrôler l'action du gouvernement. On a déjà voté le budget de l'année. Chaque fois, quand on réclame quelque chose qu'on trouve nécessaire pour le pays, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. En tant que député, est-ce que le budget que vous avez voté pour cette année, ce qu'on a prévu dans le budget, l'argent qu'on veut payer maintenant pour les fonctionnaires de 13e mois, est-ce que c'était prévu? Si ce n'était pas prévu, où est-ce qu'on va trouver ça pour payer? Et ma deuxième question, ça concerne toujours nos hôpitaux. C'est l'État qui a prévu les scanners à nos hôpitaux dans les jours d'aujourd'hui. Lorsque nous sommes avec ces scanners, est-ce que vous dites de la santé? Merci beaucoup. Merci à vous aussi, M. Kokou. Dans la FM 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, avant que d'autres auditeurs n'appellent, est-ce que nous avons un autre... dans la FM, allô? Bonjour, Albert. Albert, comment allez-vous? Je vais bien. Invité. Bonjour, le Bala. Je venais d'abord vous féliciter parce que vous avez tous des difficultés à fonctionner à l'Assemblée nationale parce que vous n'avez pas eu une minorité de blocage. Déjà fait quelque chose, vous vous débattez. Mais tout ce que moi j'ai à dire, c'est qu'au cours de cette année, vous le voyez un peu votre manière de travailler. Il ne faut pas donner l'impression que vous questionnez le gouvernement parce que dans l'opinion, c'est ce qui se dégage. Alors qu'au fin fond, c'est que vous n'avez pas une minorité de blocage comme avant. C'est ce que j'ai à dire. Merci à vous aussi, Albert. Alors, honorable, vous avez écouté les uns et les autres. Monsieur Pellier qui demande si l'année 2021 était une année blanche, c'est la cause, c'est à l'Assemblée nationale où vous avez donné 12 mois comme pour l'état d'urgence parce que alors que le gouvernement en avait demandé 6. Non, mais bon, écoutez, aujourd'hui, quand on prend les chiffres, ces chiffres, malheureusement d'ailleurs, M. Pellier nous donne raison. Le gouvernement est venu nous dire à l'Assemblée nationale que sa politique pour la lutte contre le Covid se basait sur la vaccination. Il y avait à l'époque, le public cible faisait 4,6 millions et le gouvernement nous a dit, bah, écoutez, jusqu'au mois de décembre, qui vient de passer, ils étaient capables de vacciner que 20%. Et donc nous leur disons, mais si sur 6 mois, vous n'êtes pas en mesure de vacciner les 4,6 millions, pourquoi est-ce que vous voulez prendre un état d'urgence de 6 mois? Ben, prenez au moins une période qui vous permet de couvrir l'ensemble de votre action majeure au lieu de revenir tous les 6 mois à l'Assemblée nationale. Et je vous dis que les chiffres aujourd'hui que le gouvernement a communiqués sur la vaccination au mois de décembre étaient de 25%. Donc, moi-même qui ai provoqué un gros malaise à l'Assemblée nationale par rapport à ce sujet-là, aujourd'hui, nous montre qu'on avait raison parce qu'avec 25% au mois de décembre, donc ça veut dire que même si on fait des projections, au mois de février, fin février, puisque l'état d'urgence court tous les 6 mois, on n'aurait pas atteint 50% de taux de vaccination. Donc, voilà, c'est tout. On avait la possibilité de dire qu'on accepte et puis
au mois de mars, on revient encore prendre 6 mois. Et chaque fois qu'on dit état d'urgence, ça fatigue les gens. Donc voilà, c'est tout. On n'a pas volontairement voulu prolonger. Mais au même moment, vous avez vu quand même que l'application de l'état d'urgence est modulable. Il y a des moments où les mesures sont quand même un peu contraignantes et il y a des moments où, en réalité, il n'y a pas de différence entre l'état d'urgence et l'état normal de la société. Alors, M. Gallo qui demande quelle appréciation faites-vous des sanctions de la CEDEAO à l'encontre du Mali? Et vous savez, moi, d'abord, il faut préciser que ce n'est pas parce que le chef de l'État n'est pas allé au Ghana que la position du Togo n'a pas été portée. Elle a été portée par monsieur Robert Dussé. Et le Togo ne s'est pas désolidarisé des sanctions. Moi, j'ai deux choses à dire par rapport à cela. Moi, même en tant qu'ancien militaire, je suis contre les coups d'État en Afrique. Et donc, à ce titre, pour moi, je pense que quand il y a un coup d'État, c'est une rupture de la continuité de l'État. Il faut rapidement revenir à un pouvoir civil. Maintenant, il n'en reste pas moins que on s'est rendu compte que la CEDEAO a pris des mesures graduelles. D'abord, on a gelé les avoirs des personnes. Et puis, quand on regarde le fonctionnement de la CEDEAO, la plupart du temps, on prend des mesures extrêmes pour amener en réalité les gens à venir sur la table de négociation. Vous vous souvenez, en 2005, Togo, on a pris les mêmes sanctions. Et assez rapidement, ces sanctions ont joué le jeu et on est revenu à un semblant d'ordre constitutionnel. Donc pour moi, je pense aujourd'hui que nous sommes dans une situation où chacun essaie de montrer ses forces. Je ne serais pas en train d'accepter, par exemple, que les mesures de la CEDEAO asphycient les populations maliennes. Mais pour moi, je pense que le retour à l'ordre constitutionnel et à l'organisation des élections qui permettent à un pouvoir civil de revenir au Mali, pour moi, qui est un impératif. 5 ans de transition, pour moi, paraît excessif. Et donc voilà, je pense que beaucoup de choses vont se jouer dans les semaines à venir. Et les deux protagonistes, à savoir la CEDEAO et le pouvoir malien, vont trouver un point d'entente. Je compte beaucoup sur eux pour cela. Alors, avant de poursuivre avec les autres auditeurs, nous avons un auditeur qui nous appelle depuis l'Allemagne. Monsieur Kokou, bonjour. Il est toujours là? Allô? Allô? Bon, l'auditeur peut nous revenir à tout moment, on a du mal à le recevoir. Alors, Papa Sibiti qui demande à ce que à l'Assemblée nationale, vous adoptiez des lois en faveur pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Il est revenu. Nana FM, allô? Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur Kokou. Allô? Oui, allô, allez-y, on vous écoute. Allô? Oui, allô? J'espère que vous m'écoutez. Oui, on vous écoute. Je n'attends pas le retour. Je vais juste essayer de... Allô? Oui, allô, allez-y. Okay. Je vais juste essayer de poser ma question. Je voulais juste savoir, j'ai écouté le monsieur, il fait partie d'une partie politique, il y a une petite partie politique, je pense. Je voulais juste savoir exactement c'est quoi qui différencie son parti des autres partis politiques autour de lui. Est-ce qu'il peut juste me donner un exemple de quelque chose, un exemple de leur idéologie qui le différencie des autres partis? Il avait parlé de l'entrepreneuriat, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Je veux plus une idéologie qui le différencie des autres partis. Merci. Merci à vous aussi. Alors, avant d'aller à M. Kokou, Papa Sibiti qui demande, nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? Allô. Madame Messi, bonjour. Bonjour. Allez-y. Je viens sur les coups d'État avant d'atterrir sur le député Tama. Je suis foncièrement contre les coups d'État parce que ça bloque le développement de l'Afrique. Et le Togo en a fait des frais depuis 1963 où on bat de coups d'État sur coups d'État dans ce pays. Et je dis que c'est du pur gangstérisme d'État qui sont ces coups d'État-là. Et puis, vous avez vu, ils sont venus, et puis on nous parle de 18 mois. Maintenant, c'est 5 ans pour jouir et faire des affaires, détruire encore ces pays-là. Je suis foncièrement contre ça. Et puis, pour faire les réformes là, de nos pays, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis 60 ans?
moi, je pense que ces réformes se trouvent dans l'ordinateur à imprimer en 15 jours. Quand tu fais un coup d'État, tu tues des gens pour capter le pouvoir, imprime ce qu'il faut en 15 jours et dégage quoi de là pour faire les élections. On nous parle de 18 mois. Même 18 mois, c'est trop. Bon, pour revenir au député, M. Jerry, vous travaillez, bon, je n'arrêterai jamais de poser ces questions-là. Vous travaillez combien de temps dans l'année? Parce que vous êtes tout le temps en vacances. Et maintenant, avec cette histoire de Covid, c'est l'état d'urgence, sur l'état d'urgence, à ne pas en finir, alors que les autres pays travaillent. Ils n'en ont que foutre de ce virus-là. Vous travaillez combien de temps? Et puis, vous n'avez même pas déclaré vos salaires. Vous n'avez pas déclaré vos salaires, vos biens, tout le reste. Vous ne suivez pas la Constitution comme il faut. Voilà. Merci à Madame ici. Alors, honorable, on revient sur... encore? Ok, on prend le dernier auditeur. Nana FM, allô? Allô? Oh oui. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Je pense qu'il y a un problème technique. J'avais appelé avant aussi et puis je pense que vous ne m'écoutez pas. Oui, allez-y, on vous écoute. La communication n'est pas bonne. Ok, je vais juste l'appeler une autre fois. Merci beaucoup. Merci. Alors, honorable, on revient sur les questions de Papa Sibiti qui demande à ce que les lois qui sont votées à l'Assemblée nationale soient en faveur de l'amélioration des conditions de vie des populations, surtout les retraités. Je pense que, écoutez, fondamentalement, au Togo, ce n'est pas souvent un problème de loi, c'est un problème d'application des lois. Moi, j'ai beaucoup apprécié quand le chef de l'État, il y a de cela maintenant 2 ans, quand il est venu à l'Assemblée nationale, il avait annoncé un certain nombre de mesures pour les retraités. Et aujourd'hui, il y a quand même des améliorations. Aujourd'hui, les retraités en partant ont donc les 3 mois, ce qui n'existait pas avant. Donc, automatiquement, à partir de ce mois de janvier, donc des indemnités de départ à la retraite. Et il y avait la question de la construction des maisons des retraités, ainsi de suite. Je pense que peut-être le travail que nous, on peut faire à l'Assemblée nationale, c'est de s'assurer qu'un certain nombre de mesures annoncées sont suivis réellement. Donc, je pense que c'est beaucoup plus ça. Sinon, légiférer encore, bon, on va peut-être regarder, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus ça. S'assurer que les mesures qui sont prises sont réellement suivies de fait. Et voilà, c'est ce qu'on va se charger de faire pour 2022. Alors, M. Kokou qui pense que vous avez obligation de contrôler les actions du gouvernement et à un moment donné, le ministre en charge de la Santé dans notre pays avait promis doter les hôpitaux de scanners. Est-ce que vous, en tant que député, vous êtes allé sur le terrain voir si ce qui est dit est fait? Oui, Monsieur Kokou, j'aimerais rappeler quand même qu'en 2021, j'ai été à l'origine de 13 interpellations gouvernementales. Dans l'histoire de l'ensemble de nos législatures, on n'a jamais eu autant d'activités en ce qui concerne les interpellations. Et je fais souvent l'effort de mettre sur la place publique les interpellations et les réponses qui sont faites. En ce qui concerne les scanners, nous avons posé cette question, bien entendu. C'est une question de santé publique, ça nous intéresse. Aujourd'hui, le gouvernement dit qu'il préfère passer par un partenariat public-privé, donc le PPP, parce qu'on s'est rendu compte que parfois la gestion de ces équipements laissait à désirer et donc du coup, on n'arrivait pas à retrouver l'investissement qui a été fait. On se souvient un peu des scanners commandés par le CHU Campus. Donc aujourd'hui, les questions de passer par un partenariat public-privé, on l'a dit ça en début d'année, on l'a dit la même chose en fin d'année. Je pense que nous allons être encore plus exigeants pour s'assurer que la plupart, au minimum, de nos hôpitaux régionaux, nos CHR, puissent être équipés des scanners, parce qu'aujourd'hui même, pendant que nous on parle des scanners dans d'autres pays, on est passé à autre chose. Donc voilà, je pense que personne ne peut aujourd'hui comprendre que quand vous êtes malade à Lomé, vous soyez obligé de passer dans un hôpital privé, payer 90 000 francs, voire plus, rien que pour un IRM, parce que bon, ça doit être quand même un service public. Donc voilà. Voilà ce que je peux lui répondre en ce qui concerne les scanners. Alors, Albert qui demande à ce que vous revoyiez votre manière de travailler, parce que pour ne pas donner l'impression de cautionner les actions du gouvernement. Non, il a dit une chose, on n'en parle à la minorité de blocage, mais peut-être que nous serons de mieux communiquer, parce que sur chaque loi, je peux vous dire aujourd'hui que sur les 29 lois qui ont été votées à l'Assemblée nationale en 2021, nous avons quand même obtenu sur au minimum la moitié des amendements substantiels. C'est-à-dire que certains partis politiques qui nous ont précédés avaient tendance à quitter les plénières quand ils n'étaient pas d'accord. Nous, on reste, on bataille.
on bataille très fort. Souvent on gagne, parfois on ne gagne pas, ça fait partie du jeu, mais peut-être communiquer davantage, mais au même moment il faut reconnaître que les Togolais n'aiment pas lire. Quand vous publiez un texte qui fait 27, 28, 29 pages et vous dites ce que vous avez modifié, la plupart du temps vous avez très peu de commentaires, donc peut-être accentuer notre communication. Nous ne pouvons pas aller sur le chemin du vote, parce que là, avec nos 4 députés, là, je rappelle que l'ensemble des députés de l'opposition ne font que 14, c'est 91, donc on ne peut pas aller sur le chemin du vote, mais on peut aller sur le chemin des amendements. Et je peux reconnaître aussi aujourd'hui que le gouvernement, la plupart du temps, fait preuve de flexibilité, d'ouverture, ce qui nous permet quand même de modifier certains amendements. Et une fois que vous avez modifié les amendements, il n'y a plus de raison particulière pour voter contre un texte où on vous a permis quand même de faire des amendements, bien entendu. Monsieur Kokou, depuis l'Allemagne, qui demande quelle est la différence entre votre formation politique et les autres partis politiques? Pour être honnête, je pense que ce qu'on va essayer de faire, c'est de rentrer en contact plus tard, parce que expliquer un peu l'idéologie d'un parti, il nous reste à peine 5 minutes, ça va être très long. Mais ce que je peux dire, c'est que quand on prend un peu lui qui vit en Allemagne, nous sommes plutôt un parti du centre droit. C'est-à-dire que nous sommes un parti libéral, mais c'est du libéralisme social. Donc nous sommes beaucoup plus un parti du centre droit. En Allemagne, ça peut se comprendre, mais au Togo, honnêtement, les histoires de gauche-droite, tout ça n'ont pas de sens. Mais voilà, nous sommes un parti plutôt du centre droit qui s'appuie sur ce que les centristes font à travers l'ensemble des pays, y compris l'Allemagne, c'est-à-dire s'appuyer sur l'humanisme, le progressisme et le pragmatisme. Alors, Madame ici, qui est un peu revenue sur les coups d'État, et il a dit, elle a dit, si vous êtes sûr que ce que vous êtes en train de poser comme action, en 15 jours, on peut imprimer la Constitution et changer les choses. Non, mais aujourd'hui, c'est une journée merveilleuse. Pour une fois, Madame ici et moi, nous sommes sur le même point de vue. Ça arrive rarement, donc merci bien Madame Messi, je suis du même avis que vous, on n'a pas besoin de coup d'État. Et quand un coup d'État survient, il faut revenir à l'ordre constitutionnel assez rapidement. On n'a pas vraiment besoin de toute une Bible ou bien un dictionnaire pour savoir ce qu'on doit faire dans un pays. Donc pour ça, je suis parfaitement d'accord avec vous. Maintenant, pour d'autres questions que vous avez posées, c'est les députés de cette législature qui ont rendu obligatoire la déclaration des biens. Elle n'est pas encore active parce que le médiateur de la République est en train de finaliser les détails. Mais une fois que ce sera fait, nous irons faire notre déclaration de biens, il n'y a pas de souci. Elle demande aussi combien de temps vous travaillez dans l'année. Oui, Madame Messi, au fait, c'est des questions qui m'intéressent. Parce que quand nous sommes venus à l'Assemblée nationale, les députés avaient 3 mois de session et 3 mois d'intercession. Nous avons monté cette période-là 4 mois. Donc aujourd'hui, les députés sont en session 4 mois et donc 2 mois d'intercession. Mais attention, 2 choses à préciser. La première, c'est que pendant l'intercession, quand il y a des urgences, nous faisons ce qu'on appelle les plénières extraordinaires. Donc, il y a cela. Et puis, souvent, pendant les sessions, c'est en ce moment que nous allons vers nos populations. Donc, écoutez, soit on veut que les députés restent à Lomé et enfermés dans les bureaux à l'Assemblée nationale, ou on veut avoir des députés qui vont sur le terrain. Aujourd'hui, je regrette même cette position-là parce que du coup, le temps qu'on passe à aller sur le terrain avec nos populations est plutôt réduite. C'est bien quand vous êtes par exemple député de Lomé ou bien même des plateaux, mais quand vous êtes par exemple député du Pendjel, vous prenez une journée pour voyager, donc vous prenez une journée pour faire l'aller, une journée pour faire le retour. Il vous faut beaucoup plus de temps pour aller à l'encontre des populations. Donc voilà, mais nous travaillons. Peut-être le hasard fait que chaque fois que je viens ici, peut-être je viens quand nous sommes en intercession. Mais bon, je pense que nous avons quand même voté 29 lois en 2021. Ce n'est pas mal pour une production parlementaire. Nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? Ça ne veut pas passer. Ça ne veut pas passer vraiment. Alors, honorable, par rapport à l'Assemblée nationale, vous, au niveau du net, pour cette année 2022, quelles sont vos visions? D'abord, plus de contrôle parlementaire. Nous avons, comme je l'ai dit, à titre personnel, j'ai fait 13 interpellations parlementaires sur tous les sujets possibles. Nous voulons faire plus de contrôle parlementaire. Mais nous voulons aussi que les interpellations, vous savez, il y a deux types d'interpellations. L'interpellation écrite, vous écrivez, le ministre vous répond. Et l'interpellation orale, le ministre vient à l'Assemblée nationale, vous lui posez les questions, mais les autres autorités aussi peuvent poser les questions. Donc, c'est une interpellation qu'on n'a pas beaucoup faite. Donc, je souhaite qu'on puisse la faire. Mais vous savez aussi que la mission de l'Assemblée nationale est double. Voter les lois
et faire le contrôle de l'action gouvernementale. Donc le contrôle de l'action gouvernementale, nous essayons de le faire dans la mesure du possible, mais le vote des lois n'est pas, nous n'en faisons pas assez. Sur les 29 lois que nous avons votées en 2021, toutes viennent des projets gouvernementaux, alors que l'Assemblée nationale a aussi la possibilité de faire des propositions de loi. L'année dernière, nous en avons introduit 3 qui ne sont pas passés, on va les réintroduire, parce qu'il faut aussi que notre Assemblée nationale commence à faire des propositions de loi. C'est une prérogative que nous avons. Donc pour 2022, nous espérons, nous allons faire une proposition de loi sur le bail à usage domestique. Aujourd'hui, vous savez comment le logement explose dans notre pays, et nous voulons aussi réglementer le métier des agents immobiliers. Donc, nous voudrions que plus de contrôle gouvernemental et de l'action gouvernementale, y compris par des interpellations orales, et aussi plus de production parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale, donc plus de propositions de loi, parce qu'en réalité, nous sommes des représentants de la nation et nous devons pouvoir transposer les desiderata, les envies, les propositions de la population au niveau de l'Assemblée nationale à travers des lois que les députés vont porter donc, pour l'amélioration, comme Papa Sibiti le dit, des conditions de vie des populations. Nous avons une dernière tentative pour notre auditeur. Nana FM, allô? Oui, alors, bonjour. Merci de m'avoir laissé la chance de poser une dernière question. L'Europe parle d'introduire des lois. Je veux juste savoir exactement un exemple d'une loi qu'il a introduit à l'Assemblée et qu'il a pu faire passer, qui représente exactement la vie de ses constituants. S'il peut juste nous donner un des exemples qu'il a pu rédiger lui-même, et puis amener à l'Assemblée, et puis se battre pour ça, et puis le faire passer. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Alors, honorable. Oui, bon, je pense qu'il a préparé la question avant que je n'anticipe, mais je reprends. En 2021, notre groupe parlementaire a introduit 3 lois, 3 propositions de loi. Une première proposition de loi pour le bail d'habitation à usage domestique. Donc, cette proposition de loi-là est aujourd'hui sur le bureau de l'Assemblée nationale. Nous avons une deuxième loi sur la réglementation du métier des agents immobiliers, parce que c'est les 2 domaines qui vont. Et puis la troisième loi sur la mise en place d'un fonds de soutien scolaire pour permettre aux élèves qui sont méritants, en réalité, de pouvoir avoir des habits pour aller plus loin. Donc voilà 3 lois qui sont concrètes, qui sont aujourd'hui sur le bureau de l'Assemblée nationale. Mais vous savez aussi qu'il y a le fait majoritaire. Si nous n'arrivons pas à discuter avec les autres partis politiques, c'est pas avec nos 4 députés que nous allons pouvoir avoir la majorité pour le vote de ces lois. Alors, honorable, vous avez 30 secondes pour votre mot de la fin. Non, le mot de la fin, c'est d'abord dire que je pense que dans l'année 2022 va être compliqué. Il faut qu'on se serre plus la ceinture, il faut qu'on soit plus solidaire. Et il faut aussi continuer à encourager nos jeunes qui veulent se rentrer dans l'entrepreneuriat. Parce que je rappelle encore, la fonction publique, c'est à peine 2% de la population active. Donc, continuons à nous entraider pour l'entrepreneuriat. Et je lance un appel à la diaspora, je vois qu'elle nous écoute, qu'elle nous aide un peu pour tout l'ensemble de ces projets-là qu'on fait pour aider les jeunes Togolais à mieux s'en sortir dans les micro-entreprises. Alors, surtout que M. Kokwea l'écoute, il a l'habitude de nous appeler. Donc, il prendra sûrement contact avec vous. Merci, honorable Djeritama. Non, donc je profite aussi pour dire, les gens peuvent me contacter par WhatsApp, c'est mon numéro public, le 99 53 53 23. 99 53 53 23, parce que j'ai besoin d'appui pour ce projet-là qui me semble important. Merci. Honorable Djeritama, vous êtes président du parti Nouvel Engagement Togolais. Merci à vous aussi, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat mis en onde par Richard Badjodob. Je m'appelle Norbert Djouhadji. Bonne suite de nos programmes.